Bonjour à tous. Mon Bonjour. collègue Julien Drouet et moi-même, Alexandre, on va vous présenter en fait les solutions cloud pour le BIM, dont toute la gamme BIM 360. On a une petite demi-heure en fait pour vous montrer un petit peu tout ça. On vous invite à vous asseoir. Voilà. Vous serez drôlement Prenez, mieux prenez installé place, que prenez debout. place. Voilà. Ok, donc on va vous parler donc de cette gamme en fait BIM 360. Dès que vous voyez un nom dans un produit Autodesk, en fait c'est un produit cloud. C'est vraiment le leitmotiv, si vous voulez, de notre dénomination de service. Et donc, je te laisse commencer, Julien. Oui, ce qu'on voit bien, c'est que je pense que vous en êtes un peu rendu compte ici à Batimatre, c'est que le BIM devient quelque chose de très important. On est dans un contexte BIM aujourd'hui qui se manifeste par une évolution euh, sur différents critères jusqu'à hier, on va dire. On raisonnait en termes d'application, en termes d'ordinateur, en termes de collaboration locale. On pensait en termes de niveau de détail à un niveau de détail conceptuel sans aller forcément sur du niveau de détail très très évolué. On avait des informations qui étaient vraiment limitées à la construction. On pensait idée de conception et on raisonnait modèle physique. Aujourd'hui, dans le cadre du contexte BIM, les choses évoluent. L'application est remplacée par une notion de plateforme. On ne pense plus uniquement ordinateur local, mais on essaye d'avoir accès à l'information sur tout type d'appareil, smartphone, ordinateur portable, Ouais. desktop et autres. On est dans une notion de partage social, de partage global. Donc l'idée maîtresse, effectivement, lorsqu'on collabore, c'est de collaborer avec le plus de gens possible. On essaie d'aller toujours plus loin dans le niveau de détail. On va sur du niveau de détail vraiment d'exé et même de fabrication. Et on a des solutions qui sont complètement intégrées et pas uniquement limitées à la construction. Et on essaye, du fait de toutes les avancées techniques possibles, de faire le maximum De modélisation d'alternatives, comportementale. voilà, des variantes, des tas de choses comme ça. Et on ne raisonne plus simplement sur le modèle physique, mais on va se servir justement de ce modèle pour étudier son comportement de façon beaucoup plus globale. Euh, donc tout à fait. En fait, pour vous expliquer un petit peu notre gamme cloud, alors je vais dérouler la diapositive assez rapidement. On a séparé les différentes phases d'une opération de construire sur les études, l'exécution, le chantier, la livraison. Et on vous a mis en fait chacun des services cloud qu'on propose dans cette gamme BIM 360 ici, en essayant de la résumer en fait en deux mots assez simples et rapides. Donc on va avoir une petite plateforme en fait qui s'appelle BIM 360 Team qui va permettre du partage et de la collaboration, de la collaboration, de la communication de projets. Une autre plateforme qui s'appelle donc BIM 360 Docs qui elle est beaucoup plus axée chantier, chantier et exécution, où là on va avoir une notion plus poussée en fait en termes de process et en termes de droit d'accès spécifique sur l'arborescence des projets qu'on va mettre en place. Qu'on vous décrira dans quelques minutes beaucoup plus en détail. Une troisième plateforme ici qui s'appelle BIM 360 Glue également, qui va nous servir plutôt sur la partie coordination et synthèse. Donc là aussi, vous le voyez, en fait, on est vraiment sur de l'exé du chantier. C'est pas à la phase amont en étude, en conception. Et également, donc un troisième service cloud, encore une fois, dans la gamme BIM 360, en fait, qui s'appelle BIM 360 Field, et qui va nous permettre en fait de faire du suivi de chantier, pardon, et également du levé de réserve des OPR, par exemple, entre autres. Je vais vraiment essayer de résumer assez rapidement. Et la dernière ici, ça va être BIM 360 Layout où on va pouvoir implanter directement sur chantier. Donc là, on se positionne clairement en fait post-phase exécution. On va pouvoir implanter et vérifier également la cohérence de nos données, par exemple l'état de planéité des dalles ou des murs directement, tel que construit versus le modèle numérique. Si vous voyez deux couleurs différentes, en fait, c'est qu'on a dû, pour des questions de timing, en fait, faire une sélection. Donc,
se concentrer en fait sur les 3 en bleu ici. Donc on va commencer par BIM 360 Docs, on va rentrer un petit peu plus dans le détail. Puis ensuite on vous parlera un tout petit peu de glue et de fill. On va laisser les 2 autres pour l'instant de côté. La dernière en fait que j'avais oublié ici, c'est BIM 360 Plan. Donc ça va être du micro-planning chantier. Donc c'est une appli en fait sur iOS, sur Apple, qui va nous permettre de gérer les appros par exemple sur le chantier directement connecté à la maquette BIM. Ok. Première partie plus en détail, je dirais. BIM 360 Docs, là on va passer un petit peu plus de temps là-dessus en fait. BIM 360 Docs, qu'est-ce que ça va être? Encore une fois, je le répète, c'est un service cloud en fait. Dès qu'il y a 360 dans le nom des produits Autodesk, c'est un service cloud. Donc ça tourne sur nos serveurs et on peut y accéder. L'idée, c'est de pouvoir y accéder facilement en fait. Donner accès facile aux gens qui sont impliqués dans une opération de construction sans forcément avoir à installer un Revit, je ne sais pas, une visionneuse IFC ou un Navisworks par exemple. Juste pour pouvoir consommer la donnée. Donc accès facile via navigateur internet, donc ça peut être Chrome, ça peut être Firefox, etc. Et puis des applications mobiles gratuites en fait, soit sur environnement Apple, soit sur environnement Android. Donc là on a vraiment les deux. Qu'est-ce qu'on va pouvoir proposer en fait avec cette plateforme-là? En fait, c'est d'abord un viewer. Alors viewer, c'est très réducteur. Bien sûr, on va pouvoir voir les maquettes 3D, voir les dessins 2D, voir les différents documents. Mais en plus de ça, il est intelligent puisqu'il va comprendre le i du BIM. C'est-à-dire qu'on va pouvoir comprendre les différentes propriétés à l'intérieur d'une maquette au niveau des objets. Grâce à ce fameux viewer, donc on va pouvoir voir et gérer les modèles 3D avec quelques formats dont le natif Revit, mais pourquoi pas du IFC, du Navisworks. Il y a plus d'une 50aine de formats, donc on est quasi exhaustif, on va dire, en termes de visualisation, que ce soit sur navigateur ou sur tablette. Et puis des plans 2D, parce que c'est un peu la réalité également. En fait, il n'y a pas que la 3D dans la vie, il y a également du plan AutoCAD, beaucoup de PDF. Là, on parle chantier, donc forcément. Donc on s'est axé également là-dessus. En fait, on n'a pas fermé juste avec des œillères sur la partie 3D et des documents, tout ce qui est Word, Excel, etc. Alors, au niveau des langues, donc, en navigateur, il suffit de switcher en fait son Firefox ou son Chrome en fait en français et on l'aura en français. Bon, on en a d'autres des langues si ça vous intéresse, parce que l'idée c'est vraiment de communiquer, d'ouvrir la communication au niveau global. Donc, on va pouvoir travailler avec quelqu'un en Amérique latine, par exemple, qui va avoir l'interface en espagnol, pourquoi pas. Et donc, l'autre idée, et c'est ça que j'appelais process tout à l'heure, en fait, c'est également la partie droit d'accès par utilisateur. C'est-à-dire qu'on va avoir une arborescence comme vous avez sur votre ordinateur ou sur un serveur d'entreprise. Et sur les dossiers et les sous-dossiers, on va pouvoir donner des droits d'accès, des permissions, comme on les appelle en fait, soit par utilisateur, soit par rôle. Rôle, le groupe de conception, la conception a accès aux données de conception. Les gens qui consomment de la donnée, ils vont plutôt avoir peut-être un autre espace sur la plateforme. Ou par société, directement. Donc c'est assez facile en fait à gérer, il n'y a pas besoin d'un admin serveur pour pouvoir faire ça. Donc ça c'est très intéressant également en fait. Maintenant, encore une fois, peut-être une des plus importantes diapos de la présentation, c'est les 2 environnements qu'on a mis en place. Alors du coup, je vais tout dérouler pour que vous ayez toute la vue d'ensemble. On a 2 environnements, donc comme d'habitude une arborescence comme vous avez sur un serveur Windows, avec une partie que j'ai appelée, qui s'appelle initialement plan en fait, que moi, donc vous pouvez la renommer, je l'ai appelée livrable, juste pour faciliter la compréhension, et une partie en vert qui s'appelle initialement fichier de projet, que moi j'ai appelé données de production. Encore une fois, j'ai changé le nom de la racine du dossier. Pour les plans, c'est là où on va partager des choses qui ont été validées en fait, donc soit des vues 3D, soit des plans de Revit directement, donc on comprend le RVT natif ou de l'AutoCAD, du PDF ou du DWF, par exemple pour un partage externe. Donc ça c'est la partie, si vous voulez, qui a été un peu validée officiellement et qu'on va partager avec les sous-traitants, le client, etc. La partie en vert, c'est plus les données en cours. Donc c'est le tout venant en fait de tous les jours où on va, je ne sais pas, y mettre les modèles Revit classiques, des modèles Navisworks de coordination, où on a fait du clash detection par exemple, ou tout autre type d'objet. Là vraiment les fichiers peuvent être de toute nature. Ça peut être, je vous disais, document Word, document Excel, etc. Donc c'est le travail en cours ici, et une fois qu'on a fini et qu'on a validé en quelque sorte en fait toutes ces données, on les fournit sur chantier ou aux autres corps d'état, dans l'espace rouge plan. Ok, tu peux la faire celle-là? Je la lance? Vas-y. J'y vais? Donc l'interface du viewer permet en fait un certain nombre de possibilités.
Donc comme Alexandre le précisait tout à l'heure, on a d'abord un accès aux différentes informations à l'intérieur du modèle. On peut naviguer dedans un peu à l'instar de ce qu'on peut faire dans un jeu. Vous voyez, on se balade de façon très simple. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que on est là, encore une fois, on est vraiment dans le navigateur. Donc il y a besoin d'installer absolument aucun logiciel pour pouvoir accéder à ces possibilités. On a la capacité également de venir réaliser des coupes 3D de façon très simple en fonction de différents plans que l'on peut complètement définir. On peut même directement couper sur 3 axes en même temps avec un cube. Ici, si on sélectionne une porte, vous voyez qu'on peut activer aussi toutes les informations de l'objet. Donc ce qui est vraiment intéressant, c'est que tout ce qui va avoir été mis dans le fichier natif, on va pouvoir y accéder ensuite par le biais de ce navigateur. On a naturellement des outils de cotation qui nous permettent, par exemple ici, de mettre une simple cote, de créer du coup un commentaire qui sera associé à cette cote. On peut coter aussi bien des longueurs que des angles. Bon, on est en 3D, donc d'ailleurs c'est pas terrible à 78 degrés, c'est pas super d'aplomb. On a également la possibilité sur des vues 2D, PDF, en fait, de calibrer de façon très simple. Là, par exemple, entre deux éléments de grille, on connaît la longueur. Bah, automatiquement, ça va mettre à l'échelle le plan. Et sur de la 2D, on va être ensuite en mesure de coter tout ce que c'est sur du PDF non vectorisé, ça. Voilà, si c'est vectorisé, il n'y a pas besoin de le faire. Mais sur du PDF, vous recevez un PDF lambda, vous pouvez le vectoriser entre guillemets et vous permettre ensuite de pouvoir travailler dessus sans aucun souci. Ça, c'est une nouvelle fonction qui est apparue récemment où on peut prendre carrément des codes de surface. Il faut savoir que ces solutions évoluent en permanence, donc on a des mises à jour tous les 15 jours. Donc il y a des nouvelles fonctions qui arrivent sans cesse. Typiquement, cette fonction de cotation de surface fait partie des choses qui sont arrivées récemment. Il y en a eu d'autres. Je crois que dans une prochaine vidéo, on va pouvoir voir, par exemple, le multifenêtrage aussi. C'est quelque chose de relativement récent. Vas-y Alex, je t'en prie. Le multifenêtrage, en fait, nous permet de comprendre l'information dans son contexte. C'est-à-dire que là, on est sur du modèle Revit natif. En fait, juste, ce qu'il faut savoir, en fait, c'est qu'un modèle Revit, c'est une base de données. Donc, peu importe comment on regarde la base de données, que ce soit par la 3D ou par éventuellement une feuille 2D ou la nomenclature, en fait, on aura exactement le même type de visualisation et les sélections fonctionneront pareil. Là, ici, je sélectionne un élément et je le vois également en direct, en live, en 3D, et je peux consulter ces différentes propriétés de manière à voir, c'est comme je vous le disais, en fait, l'information dans son contexte. C'est vraiment ça l'idée, de comprendre les différentes modifications. Je le dis souvent, Dieu sait qu'il y en a sur une opération de construction, il y en a quotidiennement et beaucoup chaque jour, je dirais, en fait. Donc vraiment l'idée c'est de pouvoir sélectionner, donc on est assez, ça c'est une fonctionnalité qui a été très très bien reçue en fait lorsqu'elle est sortie il y a quelque chose comme 3 semaines. Ok, autre fonctionnalité assez importante également, donc on l'avait en 2D mais on l'aura en 3D également. Je vais la commenter celle-là. En fait, c'est encore une fois une histoire de contexte, c'est-à-dire qu'on souhaiterait comprendre la modification. Donc ici, on va pouvoir comparer 2 versions différentes d'un modèle Revit, d'un IFC ou par exemple d'un modèle 3D ou 2D DWG, d'AutoCAD. Et on va pouvoir comparer ces 2 versions. Vous voyez, j'ai la V1, V2 là à gauche. Et le système va m'analyser ce qui a été ajouté. Donc ça, mon navigateur est en anglais, c'est pour ça que vous le voyez en anglais. Ajouté, enlevé ou modifié. Et ça, on va pouvoir faire une analyse fine en fait pour voir ce qui a bougé entre la version 1 et la version 2. La chose qui est importante de comprendre ici, c'est que ce n'est pas juste géométrique. C'est-à-dire que ça n'analyse pas juste la géométrie. Là, ici, par exemple, c'est un exemple où j'ai mis quelque chose en fait dans les propriétés de cette porte, qui a été modifiée entre la V1 et la V2. Là, en l'occurrence, créée, parce qu'en V1, ça n'existait pas. Et là aussi, il est capable également d'analyser en fait les différentes propriétés des objets BIM. Une fois qu'on a fait cette analyse, on peut éventuellement l'exporter également vers un Excel pour pouvoir la mettre en page à sa manière ou la fournir en fait à des collègues ou des gens qui travaillent avec nous.
Ok. Maintenant, on a vu la donnée. Maintenant, ce qu'on souhaiterait faire avec cette donnée, en fait, c'est que tous les acteurs qui peuvent consommer cette donnée, comme je vous le disais, en fait, eh bien, ils pourront interagir avec la fameuse donnée. Donc, l'idée, c'est de pouvoir faire des annotations ou alors créer des problèmes. Ça, c'est vraiment deux des manières d'interagir avec la maquette BIM. La première, annotation, qui est vraiment très très basique, c'est-à-dire que je vais aller faire un nuage de révision. En 2D, sur un plan, c'est classique. En 3D, il va me prendre une capture d'écran du point de vue où je suis, en fait. Et puis, je vais pouvoir les préparer tranquillement à la fin de la journée, les rendre publics pour les montrer aux autres, par exemple. Donc ça, c'est vraiment le premier niveau. Le deuxième niveau, il est beaucoup plus orienté process. À savoir que là, on va avoir ce qu'on appelle des problèmes. Donc, c'est pas très positif comme dénomination, mais voilà. Ça peut être une réserve, par exemple. Ça rentre dans le cadre d'un problème. L'idée ici, c'est qu'il y a un statut, un interlocuteur, et je peux mettre une deadline. C'est-à-dire, je demande à Julien en fait, de résoudre le problème pour demain. Et s'il ne fait pas, il aura des rappels par email, par exemple, que le système lui envoie. Donc, c'est beaucoup plus cadré, en fait. Donc, c'est plus dans le cadre d'une convention BIM, d'une charte BIM, je dirais, peut-être, avec d'autres entreprises éventuellement. Troisième manière de faire aussi, c'est les hyperliens. Alors, je vais avoir la possibilité en fait d'utiliser des hyperliens qui sont reconnus quasi automatiquement, en fait, que ce soit sur du Revit ou du PDF. Lorsque j'ai une coupe ici, vous voyez des petites choses en bleu où je vais pouvoir cliquer. Ça, c'est reconnu automatiquement lorsque je charge un Revit sur la plateforme ou un PDF. Un PDF intelligent avec des hyperliens, bien évidemment, pas des scans. Ici, je vais pouvoir cliquer dessus et je vais pouvoir aller à la planche ou au tableau ou par exemple à la notice d'un équipement assez facilement, en fait, directement en cliquant dessus. Ou alors, je peux le faire à la main, je sélectionne une zone et je pointe vers un autre document, sans aucun problème. Donc on va pouvoir, encore une fois, c'est encore une fois une histoire de contexte. La dernière partie, c'est beaucoup plus orienté. Là, on vous présente un workflow, en fait. C'est ce qu'on a appelé une demande d'information. C'est-à-dire que je vais avoir quelqu'un qui va poser une question officielle, qui va l'envoyer, donc ce qu'on a appelé ici un manager, coordinateur, on va dire, qui va la dispatcher à la bonne personne. Je ne sais pas si c'est une question structure, il va l'envoyer à l'ingé structure par exemple. Celui-là va répondre et puis la personne qui aura posé la question aura une réponse officielle et on aura surtout une traçabilité, un suivi de ce qui s'est passé en fait. C'est pas juste on a posé une question en l'air, on a envoyé un bout de fax et on a fait un petit croquis sur un coin de bureau. C'est tout à fait adapté, par exemple, pour gérer tout ce qui va être travaux supplémentaires sur un chantier au moment où il y a une modification. Et on rentre dans un cycle de validation de la modification demandée. Tout à fait. La partie mobile, elle est extrêmement importante dans le sens où, bon, je pense que tout le monde a des applications mobiles maintenant, que ce soit sur Apple ou sur Android. Ici, on vous montre un iPad, vous verrez un petit peu d'Android après. La chose qui est essentielle, c'est que le fameux viewer que je vous ai montré dans le navigateur Internet, eh ben, c'est exactement la même chose, le même degré de visibilité de l'information au niveau des objets et également d'interaction. En fait, vous voyez ici les problèmes sur l'appli qui, cela dit en passant, est en français. Mais ce qui est important avec les applis mobiles, c'est qu'un appareil mobile comme celui-là, par exemple, a du cache. Ce qui va me permettre en fait de charger les différents modèles, les différents documents en fait lorsque je suis au bureau ou lorsque j'ai du Wi-Fi ou de la 4G. Ensuite, je vais sur chantier et je peux travailler hors connexion. Je fais mon travail, je fais mes annotations, je consulte les modèles sur site. Je reviens au bureau ou lorsque j'ai de l'internet et je resynchronise. Et ensuite, forcément, j'ai mis à niveau les informations pour tout le monde qui y auront accès au bureau via, par exemple, un navigateur ou lorsque j'ai de l'Internet. Donc là, en gros, j'ai fait des remarques sur l'iPad et je peux les voir. Je peux voir exactement les mêmes remarques et le même degré d'interaction directement sur le navigateur Internet pour quelqu'un qui serait au bureau et qui peut-être aurait à modifier le modèle Revit, le modèle de conception initiale, suite aux remarques qu'on a fait sur chantier. Ça, c'était juste également pour vous montrer mon beau téléphone Android ici, ou en tout cas une vue du téléphone Android, pour vous montrer que également on a le même degré d'interaction, le même viewer et le même type de remarques sur environnement Android comme ça apparaît ici. Je vais la passer parce qu'elle est un peu longuette la vidéo en fait. Alors, tu prends ? Ouais, donc d'un point de vue accessibilité, commercialisation, en fait, les produits sont sous forme de souscription, donc on s'abonne. Et c'est commercialisé soit par pack,
Donc pack de 1, c'est pas vraiment un pack, mais bon. Donc si vous avez besoin d'avoir 5 accès, vous allez prendre 5 packs de 1. Mais ensuite, on a évidemment des packages un peu plus conséquents qui permettent, bon évidemment avec des tarifs dégressifs, qui permettent d'accéder à la solution. Et on peut s'abonner soit par trimestre, par an. Donc c'est quelque chose que l'on choisit. Ce qui est très important, c'est vraiment un point différenciateur de l'offre Autodesk, c'est qu'il n'y a aucune limite en termes de nombre de projets et de stockage de données. Donc vous pouvez avoir autant de projets, des projets aussi gigantesques que vous le souhaitez. Donc ça pose aucun souci. En revanche, tous les utilisateurs doivent d'une façon ou d'une autre être abonnés. Et en gros, le principe, c'est que une entreprise, par exemple l'entreprise générale ou l'architecte ou autre, va acheter les abonnements et ensuite va les redispatcher aux différents utilisateurs. Ça peut se gérer via le compte prorata, par exemple. Donc c'est la façon dont ça fonctionne. Et bon, naturellement, les prix sont dégressifs si on s'abonne à d'autres solutions BIM 360 comme celle qui arrive derrière. Alors BIM 360 Glue. Glue, on va dire. Pourquoi Glue? Parce que principe de coller. On est dans une logique de coordination. Donc c'est un service cloud qui a pour objet en fait de permettre d'agréger différents modèles en un seul. Donc l'idée, c'est de remonter une maquette lorsque vous avez un modèle archi, un modèle structure, un modèle ELEC, un modèle CVC, etc. Bon, vous avez souvent différents modèles qui peuvent être dans différents formats. Glue va vous permettre en fait d'agréger toutes ces données en un seul modèle unique. Et donc, on va là aussi impliquer un certain nombre d'intervenants, tous les gens qui sont amenés à gérer des modèles. Et ils pourront tous accéder à cette donnée, ils pourront tous créer autant de modèles agrégés qu'ils le souhaitent. C'est-à-dire que si on veut simplement voir la CVC plus la structure, on crée un modèle agrégé de ces deux modèles. Et on va avoir des fonctionnalités de coordination 3D. Donc d'abord, effectivement, visuellement, on va pouvoir naviguer à l'intérieur du modèle agrégé pour se rendre compte si tout va bien. Mais on a aussi des outils de détection d'interférences. Pour ceux qui connaissent un petit peu à l'instar de ce que peut proposer Navisworks, on va être capable de dire trouve-moi tous les clashs entre les tuyaux et les poutres, ou entre tel type de tuyau et tel type de poutre. Et automatiquement, il va vous trouver cette interface, enfin tous ces clashs, avec en plus de ça, naturellement, on essaie de travailler de façon intégrée avec nos propres solutions. C'est-à-dire que si les modèles viennent de Revit, on va être capable de renvoyer les clashs à l'intérieur de Revit pour les résoudre, puis mettre à jour avec un workflow vraiment très bien intégré. Et naturellement, on a aussi une accessibilité via une application iOS qui permet de le faire. Donc voilà, le workflow traditionnel est le suivant. On charge N modèles sur le cloud, on crée nos modèles agrégés. On fait de la coordination, de la synthèse. On est vraiment dans cette logique de synthèse où on va chercher tous les clashs pour faire les demandes de réservation et autres. Et puis, on a une notion de gestion des interférences. Et on a la possibilité, par exemple, le BIM Manager ou le responsable de la synthèse peut, lui, lancer Navisworks, qui est donc une solution desktop, non pas cloud, mais à l'intérieur de Navisworks, ouvrir des modèles qui sont sur le cloud. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde travaille avec la même donnée et elle est toujours à jour. Donc ici, vous avez une courte vidéo qui vous explique comment ça fonctionne. Donc voilà, vous avez mis des modèles et vous avez créé des merge modèles, donc des modèles combinés, coordonnés. Et là, on va simplement lui demander de nous trouver les clashs entre différents éléments de la maquette. Donc par exemple, uniquement au niveau 0, au niveau de la maquette structure, et de nous trouver tous les clashs avec la partie MEP. On peut rentrer une tolérance. C'est-à-dire qu'on sait que sur le chantier, des fois, on peut s'arranger quand ça clash un tout petit peu, on tire un peu sur les trucs. Donc là, voilà, il nous trouve 15 clashs et on a les différents statuts. Donc lorsqu'il vient de le trouver, naturellement, ils sont simplement ouverts. Et vous voyez qu'on peut naviguer d'un clash à l'autre. Et ces informations sont stockées dans le cloud. Et en fait, ce qui est intéressant, on est dans une notion de collaborative. C'est-à-dire qu'à tout moment, ce point de vue qui vient d'être créé automatiquement avec le clash, on va pouvoir lui rajouter une annotation. Et on va pouvoir aussi le notifier directement
à la personne en charge de régler ce problème. Puisque cette personne, elle est connectée à la plateforme, elle est connectée au projet avec son adresse email et donc on va être en mesure de lui notifier directement le clash en lui expliquant ce qu'il est censé faire. Donc par exemple, ici, vérifier avec le lot MEP et structure pour régler le problème. Et en fait, la personne, lorsqu'on va venir cliquer ici sur la petite enveloppe, donc on vient sélectionner le destinataire, on met un message, et lui va recevoir un email. Notez bien l'email de Julien d'ailleurs. Voilà, c'est important. Va recevoir en fait dans son mail, il y aura une URL. Et il aura juste à cliquer sur l'URL, ça va lui ouvrir automatiquement le projet et il va se retrouver exactement dans cette interface avec ce point de vue et il saura immédiatement quel est le problème. Comme le clash lui a été notifié à lui, s'il ouvre son fichier Revit, il aura la possibilité de venir charger ce clash à l'intérieur de Revit, ce qui va lui permettre d'ouvrir une vue automatique avec, par exemple, si lui c'est le responsable des tuyaux, il y aura le tuyau qui est concerné par le clash qui sera présélectionné. Il a sans doute le modèle structure en arrière-plan et donc il va pouvoir effectivement gérer la suite. Alors là peut-être passe parce qu'on va pas forcément avoir le temps sinon de parler de Field. Donc ici, en fait c'est simplement que dans Navisworks, on a un environnement qui nous permet d'ouvrir directement un projet qui est dans le cloud, ce qui permet en fait de travailler de façon unifiée avec une donnée, avec la même donnée pour tout le monde. On n'a pas de notion de est-ce que j'ai bien envoyé le bon modèle à tout moment ou quoi que ce soit. Ça permet de travailler avec cette donnée vraiment à jour et puis aussi naturellement de profiter de toutes les fonctionnalités très avancées qu'a Navisworks en termes de recherche, de jeux de recherche, d'animation, de 4D, etc. On a la possibilité de travailler avec toutes les fonctionnalités de Navisworks, mais dans un mode collaboratif puisque le projet avec lequel on travaille, il est basé dans le cloud. Alors, on va passer à la suite. Alors, BIM 360 Field, donc un autre module de notre offre BIM 360 Cloud, c'est vraiment l'outil qui est dédié au suivi de chantier. Donc, l'idée, c'est d'aller alimenter une base de données de chantier. Cette base de données, elle est justement au départ alimentée par le modèle BIM avec toutes les informations qui peuvent être mises dedans, donc tous les équipements, toutes les informations sur la structure, etc. On va avoir la possibilité de créer, voire de charger directement toutes les checklists d'assurance qualité, les fiches de non-conformité, toutes nos process avec, pour les OPR et tout ça. On le gère, c'est sur cette fameuse base de données. Et on a naturellement une application mobile qui est ultra importante puisque quand on fait du suivi de chantier en général, on est sur le chantier, on est en situation de mobilité. Et donc, cette appli mobile va nous permettre d'accéder directement à cette base de données cloud que l'on aura au préalable, comme disait Alexandre, via le clash, via le cache, pas le clash. On aura préchargé les informations qui vont être celles dont on va s'occuper dans la journée. Donc, on va prendre les plans de la zone que l'on est censé couvrir. On va prendre les fiches. On est là pour faire de la qualité. On va charger les fiches de non-conformité, les fiches d'assurance qualité, les checklists, tout ça. Et en fait, sur le chantier, hors connexion, on aura accès à toutes ces informations. On va pouvoir travailler aussi bien en vue 2D sur des plans que directement dans la maquette 3D, avec la possibilité en fait de réaliser le suivi de chantier, gérer, créer des OPR, créer des réserves, etc. pour faire nos OPR, pour faire aussi de la mise en service lors des phases de livraison. Donc ici, vous voyez, au niveau de l'interface, c'est assez sobre, mais c'est assez simple d'accès. On accède directement, donc par exemple ici, à une checklist et on choisit le process que l'on veut vérifier. Et puis on va avoir des choses très très simples du style conforme, non conforme, oui, non, non concerné, etc. Ce qui est intéressant, c'est que de façon automatique, dès qu'il y a une non-conformité qui est notée, c'est-à-dire qu'on répond non à une question où on est censé répondre oui, automatiquement ça nous crée soit une fiche de non-conformité, soit une réserve, et avec naturellement la possibilité d'attacher à cette réserve un document, une photo, un plan, peu importe. Et
et de l'attribuer à la personne qui est censée résoudre le problème. Vous voyez là, c'est le cas pour une photo. Donc en fait, c'est vraiment un outil de suivi de chantier collaboratif, puisque encore une fois, le cloud permet cette possibilité d'accéder à l'information de façon très simple et de pouvoir alimenter en fait la base de données de chantier avec des informations qui viennent du chantier. Ce qui est très très important, c'est que je pense que vous avez compris que cette base de données chantier, elle est liée avec le modèle. Ce qui veut dire que on va récupérer les informations pour suivre le chantier depuis le modèle, mais on va être aussi capable d'alimenter le modèle avec des informations du chantier. Par exemple, on va pouvoir rajouter dans notre modèle la date de livraison d'un équipement, sa date de mise en service. S'il y a eu des problèmes à la mise en service, on va être capable de remonter toutes ces informations et de l'attacher au modèle de façon à enrichir ce fameux modèle pour que dans la phase d'exploitation, le modèle qui sera livré en DOE, il ne soit pas simplement un modèle de conception amélioré. On ait vraiment des informations qui soient utiles pour l'exploitation. Là, vous voyez, on est dans l'interface mobile avec une vue 3D et on a aussi cette gestion des réserves de la même façon que l'on l'a en 2D. Donc voilà pour l'application. Point important, pour ceux qui connaissaient déjà Field, un des trucs qui est un petit peu embêtant jusqu'à lundi, samedi jusqu'à samedi, c'est que l'application mobile était en anglais uniquement. Depuis samedi, elle est disponible en français, donc on est très fiers de pouvoir la montrer en français. Voilà, vous avez cette fameuse interface qui sera quand même beaucoup plus facilement utilisable par les personnes sur le chantier en français qu'en anglais, fatalement. Allez sur notre blog. Oui. Vous pouvez vous y abonner et recevoir les articles par email. On a des articles techniques sur les techno Autodesk ou pas. Voilà. Je pense qu'on a fini. On va laisser le show à Vincent. Merci à tous. Merci. Et bon salon.